Bonjour à tous. Il est 11 heures. Je vous propose de commencer. Bienvenue pour cette session Bloc 360 qui va porter sur la prise en charge du traumatisé grave. J'apprends à faire des tours sans perdre non plus l'équilibre pour essayer de pouvoir vous voir un peu tous régulièrement. Donc je vais vous présenter la trauma team qui va jouer aujourd'hui et qui va s'occuper du patient. Ludivine, qui est la médecin qui s'occupera du patient, qui exerce à Saint-Étienne. Camille, l'interne qui prendra en charge le patient, Saint-Étienne aussi, et Rémi, qui est interne en réanimation à Saint-Étienne. C'est avec cette trauma team de 3 personnes, infirmier en réa qui s'occupe du patient. On ne va pas faire les présentations de chacun présent ici, mais qui d'entre vous prend en charge actuellement dans son activité des patients traumatisés graves? D'accord. Qui au cours des 2 dernières années ou des 3 dernières années a pris en charge des patients traumatisés graves? D'accord. Qui n'exerce pas cette activité et vient se cultiver sur le sujet? Bon, de toute façon, il y en aura pour tout le monde, donc tout le monde sera servi. Pour pouvoir suivre cette session, vous avez besoin d'être muni d'un smartphone, ce qui doit être le cas, et assez rapidement sur les diapositives, il faudra se connecter à l'application Slido pour pouvoir répondre aux questions et pouvoir animer cette session qui se veut interactive, que je commente, mais vous pouvez poser des questions. Je vous propose de commencer le scénario. Et le déchocage commence maintenant. Oui, bonjour, docteur Petit, médecin au déchocage. Bonjour, docteur Martin, médecin régulateur au SAMU. On a héliporté une équipe là, pour un homme d'une trentaine d'années qui a chuté d'un toit d'environ 6 mètres. L'équipe est arrivée sur les lieux, voilà, je viens d'avoir le médecin. Le patient est Glasgow 8 avec une réponse motrice à 5. Il s'apprête à l'intuber. Voilà, il y aurait une fracture de fémur et un doute sur le bassin. Voilà, apparemment, il serait assez instable sur le plan hémodynamique. Bon, évidemment, on suspecte également un trauma crânien. Voilà, bon, c'est un grade A. Ok. Son état nécessite donc le déclenchement de la procédure déchocage. On aura besoin de vous pour l'accueillir d'ici 30 minutes. Ok, très bien, on se prépare, merci. Donc vous avez entendu, chute de 6 mètres, Glasgow 8, fracture de fémur, doute sur un bassin et un patient qui est jugé instable. On ne donne pas de chiffre, mais on va dire instable sur le plan hémodynamique. Il n'y a pas eu le Slido en fait. Ouais, mais ils n'ont pas pu le prendre sur leur téléphone portable. C'est bon? Pardon. Ouais, donc quelle forme prend votre briefing d'équipe avant l'arrivée d'un polytraumatisé au déchocage? On laisse un petit peu capter. Normalement, c'est censé évoluer au cours du temps. Il y a beaucoup de monde qui se dirige vers un briefing type trauma team formel et d'autres pour un briefing de type informel. Le pas de briefing est retenu par personne. Alors quand on dit formel, à quoi vous pensez? Le briefing formel, ce serait faire toujours de la même manière avec tous les membres de l'équipe, et ce, quelle que soit l'annonce du patient traumatisé, grade A, grade B, grade C, formaliser complètement le briefing. Je vois quand même qu'il y en a entre 15 et 20% qui proposent le briefing informel. Pour ceux qui l'ont proposé, qu'est-ce qu'il y a dans informel pour vous? C'est le fait que vous le réalisez au téléphone quand vous avez l'appel? Est-ce qu'il y en a un qui propose d'expliquer ou de dire ce qu'il y a derrière informel? Ce qu'il y aurait derrière informel, c'est quelque chose que vous ne réalisez pas systématiquement, qui n'est pas fait sur le même mode. Ça peut être parce que vous le faites au téléphone. Nous, par exemple, on a une structure où l'interne il est partagé entre la réanimation et l'accueil. S'il est en train de finir un geste au moment où on a l'appel, on est forcément obligé de sortir un petit peu des choses habituelles et de façon informelle l'appeler dès qu'il finit le geste pour lui dire les choses. On ne l'aura pas fait ensemble, on ne l'aura pas fait autour d'une table, on ne l'aura pas fait de façon totalement formelle. Voilà, ça peut faire partie de ces choses-là. La deuxième chose, c'est que informel, c'est pas toujours fait sur le même mode. Ça dépend un peu du praticien. Il n'évoque pas les mêmes choses et il n'évoque pas les mêmes choses de façon systématique. Certaines personnes ont des checklists où on coche exactement les choses qu'on fait sur un briefing formel.
1% m'ont dit pas de briefing. Alors, ça fait 1 ou 2 personnes. En fait, ça peut toujours arriver, puisqu'on peut toujours être surpris par l'arrivée d'un patient traumatisé. Il peut arriver qu'il ne soit pas régulé, il peut arriver qu'il soit, on va dire, amené dans votre hôpital, il a des signes de gravité, il est transféré chez vous, vous n'êtes pas prévenu, et ça fait partie des choses que vous allez devoir faire de façon non préparée. Mais si vous avez la possibilité de le faire, voilà, le briefing est indispensable. Alors pourquoi c'est indispensable? Parce que ça permet la clarification des rôles. Est-ce que dans vos structures, est-ce que dans vos institutions, les rôles sont prédéfinis avant l'arrivée du patient, avant même votre briefing? Est-ce que chacun sait ce qu'il doit faire? D'accord. Si ce n'est pas le cas, ça peut être le moment pour ajuster ce rôle ou pour le définir. Mais oui, avoir une procédure qui définit les rôles à l'avance et qui est connue de tous, c'est un élément qui est positif pour la prise en charge des patients. La communication interprofessionnelle. Le formel, ça impose de pouvoir prévenir et discuter avec l'ensemble des soignants qui vont prendre en charge le patient. Médecins, internes, IDE, AS. Et dans certains cas, par exemple, trauma pénétrant, très fléchés, chirurgicaux, impliquer les chirurgiens très précocement, ça peut faire partie de ce briefing. L'anticipation des besoins du patient. Selon les blessures du patient, on peut proposer la mise en place de certaines choses avant son arrivée, et la préparation de matériel qu'on peut sortir à l'avance, qu'on peut même destériliser à l'avance, au risque de perdre le matériel, mais on pense qu'on va gagner pour le patient, donc dans certains cas, sortir le matériel et le définir. Alors cette fois-ci, c'est pas cocher des réponses ou choisir une réponse, c'est dans votre équipe, quels éléments aborderiez-vous absolument lors d'un briefing trauma-team? Essayez de l'adapter à la situation. Chute de 6 mètres, Glasgow 8, fracture de fémur, doute sur un bassin, instable. Qu'est-ce que vous proposez d'évoquer? Alors normalement doivent s'afficher les différents mots ou éléments que vous proposez d'évoquer. Je suis sûr qu'il n'y a pas rien dans ce que vous évoquez, contrairement à ce que montre l'écran. Il a besoin de temps? Il donnera la synthèse qu'à la fin. En régie, c'est normal que ça affiche pas? On va évoquer plusieurs mots. Ici, au moins un mot. Comment? Glasgow. Évoquer le Glasgow du patient. Quelque part, c'est évoquer le bilan du patient. Qu'est-ce que vous dites dans le bilan du patient? Glasgow? Comment? L'hémodynamique, voilà. L'instabilité, ça se quantifie. Ça se quantifie par l'hypotension, les besoins en remplissage vasculaire et si le patient est sous vasopresseur. À la fois, vous donnez des choses sur la gravité, mais vous donnez aussi des éléments sur ce qu'il va falloir préparer, même si on va le redire après. Quoi d'autre sur le bilan du patient? Les thérapeutiques qui sont en cours. Donc globalement, tout ce que vous dites là, ça tourne beaucoup autour du bilan du patient, sa gravité et qu'est-ce qui a déjà été mis en place. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans le briefing que vous allez évoquer? Là, on a évoqué bilan clinique, gravité, ce qui a été fait. L'orientation d'emblée, on va dire, ça a trait à la stratégie thérapeutique. Voilà, l'orientation, c'est un petit peu en aval de ce qu'on va faire sur la phase initiale, mais sur la stratégie thérapeutique. Vous avez déjà une idée en tête pour ce patient? Qu'est-ce que vous mettez sur la table au sujet de ce patient? Quelles blessures, selon vous, vont nécessiter une prise en charge assez rapidement? Alors le fémur, voilà, il y aura une ostéosynthèse chirurgicale à un moment donné. Est-ce qu'elle sera prioritaire sur le reste? On ne sait pas encore. Le bassin, voilà. Et ce bassin, il est associé à une instabilité hémodynamique. Donc on peut déjà mettre sur la table, il y a une fracture de fémur, il y aura une prise en charge chirurgicale. Il y a un doute sur un bassin, il y a de l'instabilité. Ça peut nécessiter un certain type de stratégie thérapeutique. Voilà. Un packing, une artérioembolisation. Voilà. Donc la stratégie thérapeutique. Quelles autres choses vous évoquez lors du briefing?
Fast Echo. Faut pas que je passe devant. Oui, ça fait partie du bilan systématique. Il est souhaitable que dans le protocole, la fast échographie soit systématiquement sortie. Est-ce que vous évoquez des choses avec votre traumatisme? Comment? Le scanner. Alors ça fait partie de l'orientation. C'est un petit peu plus en aval. On va avoir besoin d'un peu de recul sur la situation du patient lorsqu'il va arriver. Voilà. Qu'est-ce que vous sortez? Qu'est-ce que vous demandez de sortir à l'avance pour le patient? Pardon? Son équipement. Et qu'est-ce que vous voulez sortir pour lui faire sortir, pour l'équiper? À la fois pour l'équiper et pour le réanimer. Il y a plusieurs éléments qui doivent se discuter. Voilà. On peut évoquer le fait qu'il va avoir besoin de transfusion. Ça s'évoque au briefing. Vous avez certainement une procédure, chacun d'entre vous. Il y en a qui ont beaucoup de chance, qui ont un frigo dans lequel il y a des produits sanguins labiles disponibles H24. La vie est probablement facilitée quand c'est le cas. Voilà. Et pour d'autres, il faut s'organiser pour faire venir les produits sanguins labiles à l'avance et éventuellement pouvoir les renvoyer si on ne s'en sert pas. Ça peut être des thermoboutons. Enfin, certaines procédures qui nécessitent un petit peu de temps et de s'organiser. Donc définir si on a besoin de déclencher le protocole de transfusion massive locale. Entre le frigo où tout est disponible, le pneumatique qui va très vite, ou alors faire descendre manuellement, il faut s'y prendre un peu à l'avance. Qu'est-ce qu'on peut discuter d'autre comme préparatif? Alors, je vois que c'est apparu maintenant. La gravité, Glasgow, l'imagerie, trauma crânien, traitement effectué, état de choc hémorragique, thérapeutique, transfusion, hémostase. D'accord. Est-ce que vous faites préparer toutes les drogues à l'avance? Ouais. Si je fais la moyenne du langage verbal, c'est plutôt bof, j'ai l'impression. Non? D'accord. Nous, c'est quelque chose qu'on fait assez facilement. Enfin, si le patient se présente instable, déjà sous vasopresseur, Glasgow 8, on n'a pas encore la notion du fait qu'il va être intubé. Je me souviens plus s'ils l'ont dit dans le... Voilà. Mais il va falloir prendre le relais de tout ça. Voilà, c'est une évidence, quoi. Les sédations et au moins les vasopresseurs. Ok. Vous préparez d'autres choses? Comment? La stabilité du rachis, on va effectivement le mettre sur un plan dur. On prendra le relais par notre collier Minerve. Ça doit faire, et ça fait souvent partie du protocole d'accueil qui est designé avant l'arrivée du patient. Ça doit être fait à l'avance pour ne pas avoir à trop le discuter et que ce soit fait automatiquement et systématiquement. Et qu'on sache qui doit le faire. Heure d'arrivée, je suis d'accord. Il faut donner un petit peu un pronostic sur l'heure d'arrivée. Vous trouvez qu'on est bon à ce jeu-là? Non, franchement, c'est franchement du simple au double. Voilà. Mais il y a juste intérêt à savoir si ça va être dans 10 minutes, parce que c'est vraiment juste à côté, ou si on vous dit 60 minutes, parfois c'est 90, parfois c'est 45, mais il y a juste le côté 10 minutes. Je dis ça parce que, par exemple, nous, on a une procédure pour les produits sanguins labiles type thermobouton. S'il vient en moins de 10 minutes, il arrivera avant les thermoboutons. C'est comme ça. Donc le mode est différent. Voilà, le rôle de chacun, en effet, même s'il doit être connu à l'avance, c'est le moment d'adapter le rôle de chacun à la situation du patient et de rappeler, voilà, ton rôle habituel c'est celui-ci et pour ce patient-là, ça correspondra à ça. S'adapter pour être plus précis. On peut résumer du coup les différents points ainsi. Le point info, c'est ce que vous avez évoqué en premier. La stratégie thérapeutique, c'est ce qui a été évoqué en deuxième. La répartition des rôles. L'adaptation des procédures. Oui, les procédures existent, mais on a parfois besoin de s'adapter. Il se peut qu'à un moment M, vous soyez moins disponible qu'à un autre moment et que votre traumatisme, vous vous retrouvez en sous-effectif par rapport à d'habitude, il faudra s'adapter un peu à l'avance en fait. Ou alors, vous recevez un patient qui est pédiatrique, c'est pas trop une habitude dans votre centre, et il va falloir s'adapter à ça. Ou alors une patiente traumatisée, femme enceinte, voilà, selon le terme, il faut s'adapter, il faut adapter la procédure, ça peut nécessiter une césarienne en urgence, voilà. Il y a des adaptations à faire, même si les choses sont dites le plus à l'avance. Il y a une adaptation à faire en fonction de la situation. Alors on va reprendre la suite de la prise en charge. Alors,
Ça va? Oui, Est-ce très que, bien. est-ce que tout le monde est prévenu, Rémi? Oui, alors j'ai prévenu radio, scanner. Par contre, interne d'ortho, neurochir, ils sont occupés au bloc, donc on les aura pas avec nous. Et de ton côté, l'IAD, je ne sais pas s'il est dispo aussi. Non, il est Non, occupé aussi, ok. ouais. D'accord, bon, on sera que tous les trois. Ok, bon, on sera que tous les trois, mais on va s'adapter, c'est pas grave. Ok. On reprend les points principaux du patient. Donc, c'est un patient d'une 30aine d'années qui a chuté de 6 mètres, c'est un traumatisé grade A. Il y a potentiellement un traumatisme crânien avec un Glasgow 8 intubé par le SAMU. Il y a une fracture de fémur fermée potentielle, potentiellement un bassin. Il serait instable, donc moi je voudrais bien qu'on prévoie de quoi transfuser de principe. Et voir la ventilation et la gravité du trauma crânien. Ce que je te propose, c'est de voir avec l'EFS pour faire venir le sang. Et puis, vous allez vous préparer après pour mettre les voies d'abord. Ouais. Et moi, je l'examinerai, puis on fera la face. Par voie cathé, quoi. Voie cathé, ouais, s'il te plaît. Donc, je m'installe avec Rémi, du coup, pour commencer à préparer les voies. Ouais, ok. Allez. Je te laver les mains. Par contre, il va falloir qu'on déplace la table. Je vais la déplacer. Lève-toi les mains. Pour s'installer là-bas. Hop là. Là. Est-ce que c'est à droite? Ouais. Allez. Là, je t'ai posé ça là. Ah, tu l'as pas. Il y en a plusieurs. Tu veux peut-être faire la radio en même temps? De toute façon, dès qu'il arrive, on fera la radio direct. Hein. Ok. Bassin et poumon. Okay. Il faut que tu te mettes là-bas. Ah. Donc là, tu as le cathé. Je sors tout. Hein. Oui. C'est bon. Tu veux pas faire la radio? Il n'y a pas le patient. Ouais. Il n'y a pas le patient. Du coup, il faudrait peut-être qu'ils arrivent. Et le médecin se mure. C'est bon. Ouais. Coupe la siffle. Ah, le micro marche pas. Vous me coupez en fait pendant qu'il... C'est ça? À chaque fois qu'eux ils jouent, vous me coupez, c'est ça? Bon, bah, on va garder la règle comme ça. Je vais les laisser parler. C'est bon, t'as la rampe, t'as tout. Okay. Bien, Vernon. On n'a pas de poche. 1, 2, 1, 2. Allez, bonjour, on se fait un petit stop relève. Donc c'est un monsieur de 35 ans qui a chuté d'environ 6 mètres depuis un toit, qui travaillait tout seul. L'alerte elle a été donnée par son voisin, qui l'a vu tomber ce matin vers 10h. À notre arrivée, il était Glasgow 8 avec un score moteur M5, très agité, sans déficit sensitivomoteur à l'examen clinique. On l'a intubé dans le contexte, avec induction de séquence rapide et en drogue d'entretien midazolam sulfentanyl. Sur le plan hémodynamique, il est tachycarde autour de 130-140 battements par minute, avec une pression artérielle systolique qui est autour de 100 mm de mercure, après 1,5 litre de remplissage vasculaire et de la noradrénaline jusqu'à 0,5 mg/h. On lui a administré le 1er gramme d'hexacil et 2 grammes d'augmentin. Il a une VVP sur chaque bras, avec une hémoglobine qui était à 12 au premier contrôle et recontrôlée à 10 pendant le transport. Sur le plan respiratoire, on a une bonne saturation sous 30% des FiO2.
Il présente une fracture fermée du fémur droit immobilisée par une attelle avec présence d'un pouls périphérique. L'abdomen, il est souple, il n'y a pas de signe de défense. Et le bassin, il est instable, donc on a mis une ceinture pelvienne. Il n'y a pas d'autres lésions évidentes à ce stade. Il n'y a pas de contexte médical connu, ni de traitement retrouvé. Le voisin, il nous a donné le numéro de son épouse. Je l'ai prévenu de la situation pendant le transport et elle va se rendre rapidement sur l'hôpital. Super, merci. On fait la radio tout de suite. Ok, c'est un gros trauma de bassin. Ok, poumon, on est plutôt rassuré. Allez Camille, je te laisse commencer à l'équiper. Comment tu veux que je l'équipe du coup, vu que le bassin est éclaté? Normalement, on va passer à la question suivante. Juste avant de passer à cette question suivante, vous avez vu qu'ils ont quand même... Ils ont quand même craqué la tirelire. On n'avait pas parlé de sortir les catés complètement à l'avance, d'habiller l'interne. Qui est-ce qui habille l'interne à l'avance, fréquemment comme ça, sur toute situation instable? D'accord. Qui sort les catés quasiment systématiquement à l'avance? Quelques-uns. D'accord. L'équipe là. On va repasser au diaporama. Voilà, il faut transfuser le patient. Comment équipez-vous ce patient? 4 choix possibles. D'accord. Bon, voilà, les choses commencent à se dessiner. La moitié d'entre vous, voire même un peu plus de la moitié, vous mettez une voie veineuse centrale en jugulaire et un catéa radial. 20% mettent les catés en position fémorale, les deux. 20% mettent que le radial et une VVP. Et un petit pourcentage d'entre vous mettez des VVP seuls. Alors effectivement, ça se discute. On peut même dissocier un petit peu la question. Il faut transfuser le patient. Comment équipez-vous le patient? Est-ce que la transfusion, elle dépend de l'équipement ou est-ce que l'équipement dépend de la transfusion? C'est une urgence, la transfusion, ici, ou pas? Ouais, sur quels critères c'est une urgence? Comment? Il est instable, d'accord, il y a un état de choc. Il a nécessité 1,5 litre de remplissage vasculaire en préhospitalier. Plus de 1000, c'est déjà indicatif de quelque chose, c'est pas normal. Il a besoin de noradrénaline, d'accord. Est-ce que la cinétique de l'hémoglobine, ça veut dire quelque chose? Il était à 12, maintenant il est à 10. Voilà, moins de 13 grammes sur la première prise d'hémoglobine, c'est déjà un peu bas hein, pour un homme. Et arriver à 10 au trauma center, en fait, c'est grave. Alors bien sûr, il faut confirmer le chiffre, il faut faire attention à la façon dont c'est mesuré, mais si ça se confirme, en fait, c'est grave. C'est autant de signes. Est-ce que vous avez une cause de saignement potentielle? Voilà, vous avez un peu toute une histoire qui est bâtie, quoi. Hein, ça déglobulise, c'est instable, il y a besoin de vasopresseurs. Et en plus, il y a un foyer hémorragique qui est évident. Donc la question, pour vous, elle se pose quasiment pas, c'est on va transfuser. Est-ce que la transfusion, elle dépend des voies d'abord qu'on va avoir? Ok. Est-ce que vous allez attendre que les voies centrales soient posées avant de transfuser? Non. D'accord. Imaginons que, d'ailleurs, comment ça s'appelle, les voies veineuses ne soient pas bien sécurisées et qu'il faille transfuser le plus vite possible. Qu'est-ce que vous pouvez évoquer? Comment? Intraos. L'intraos, ça peut se mettre à 2 endroits. Ça peut se mettre au niveau tibial, ça peut se mettre au niveau huméral. Vous choisissez quel site? Huméral. Voilà. C'est 4 à 6 litres de débit possible par heure. Vous êtes à 1,5 litre hein, sur le tibial. Donc ça vous permettra moins facilement de transfuser. Alors ça m'intéresse de commenter le jugulaire interne plus catéa radial. Pourquoi vous n'avez pas tous choisi le fémoral? Je vois des sourires. Voilà, le langage verbal n'est pas pareil que tout à l'heure. C'est pas bof. C'est presque évident en fait pour vous. C'est le trauma du bassin qui vous fait ça? Ok. Alors il y en a qui me disent non, mais beaucoup me disent oui. C'est-à-dire que quand vous avez un traumatisé du bassin sévère, vous avez pris l'option dans votre centre de poser des cathéters en jugulaire et en radial, c'est ça?
Alors, je ne suis pas là pour remettre en question des pratiques d'école non plus, mais au moins pour mettre en perspective les choses. Un cathé jugulaire et un cathé radial, c'est assez long à poser quand même. Il faut aller sur 2 sites. La deuxième chose, c'est qu'en état de choc, une radiale, elle est souvent un peu spasmée, elle est franchement pas facile à cathétériser. C'est un peu infernal. Donc on s'achète un plan qui est compliqué. Demander à l'interne de switcher de site, voilà, alors qu'elle est seule, c'est lui demander quand même beaucoup de travail. Votre idée, c'est de se dire, de toute façon, vu les dégâts vasculaires potentiels sur le bassin, je ne sais pas trop où vont arriver mes cathéters. Voilà. Il y a une autre façon de voir les choses, qui est considérée par l'école de ceux qui disent on fait que du fémoral. J'en fais partie, et je ne suis pas là pour dire c'est ça qu'il faut faire, je vous donne des arguments, d'accord ? Quand un artério-embolisateur doit avoir accès au bassin, il va passer par l'artère. Si vous l'avez déjà sécurisé avec un cathéter qui est compatible avec les siens, vous avez déjà fait la moitié du travail. Et plus vous le faites tôt, plus vous le faites en amont de la constitution de l'hématome, qui va rendre plus difficile cette perfusion de l'artère. C'est un argument à considérer. Je ne vous dis pas qu'il est absolu, c'est juste un argument à considérer. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'en faisant ça, vous êtes sur l'artère fémorale, autant mettre la veine fémorale en regard. Il y a toujours le risque théorique que la veine fémorale ou que la veine iliaque commune soit déchirée ou abîmée et que l'ensemble de ce que vous mettez dans votre cathéter parte dans le pelvis. Alors, je ne dis pas que ça arrive jamais, mais pour tous les patients qui passent au scanner derrière, en fait, on n'a jamais eu le cas de le voir effectivement. Voilà, donc pour le nombre de fois rarissime où ça va arriver, c'est un peu payé cher de s'imposer 2 sites pour mettre les cathéters, alors qu'en mettant en fémoral, ça n'arrivera pas si souvent que ça, que ce soit déchiré, que ça vous gêne dans l'administration des médicaments. Bon. Je ne suis pas là pour dire une école a plus raison qu'une autre, je suis là pour dire aux uns, voilà les arguments des autres, et aux autres, voilà les arguments des uns. C'est tout. Je ne vais pas résoudre le problème aujourd'hui. On a gardé le fémoral dans ce cas-là. Cathé radial et VVP, quasiment un quart des propositions. Pour ceux qui ont proposé ça, c'est pour aller plus vite, c'est ça ? C'est pour aller le plus vite possible ? Aller au scanner, faire un diagnostic et pas perdre trop de temps. Encore une fois, la radiale, elle n'est pas si facile que ça à poser quand on est en état de choc. Elle peut vous gêner un peu, mais au moins, ça ne fait qu'un site, je suis d'accord, c'est plus simple. La question se pose, je discute régulièrement avec des équipes qui ne mettent pas forcément le cathéter central veineux sur ce type de patient. C'est possible, on peut passer la noradrée en périphérique, mais là, il faut s'équiper quand même de 2 voire 3 VVP. Parce qu'il y a la sédation, il y a la noradrée, il y a la transfusion qui doit passer. Donc derrière, en fait, il faut s'équiper en VVP. Il faut que le patient soit quand même aussi facilement perfusable. Ce que je veux juste dire, c'est je ne blâme aucune stratégie, mais s'il y en a une qui est difficile à mettre en place parce que vous peinez à avoir des VVP, vous en avez 2, il y en a une qui saute, vous n'arrivez pas à le reperfuser, il faut savoir changer son fusil d'épaule pour avoir des voies sécurisées. C'est tout. OK. VVP seul, je trouve ça un petit peu cavalier sur des patients qui sont des traumatismes fermés. On parlerait d'un traumatisme pénétrant qui doit très vite aller au bloc et qui est instable. On part au bloc sans poser les cathéters centraux, c'est la chirurgie première et voilà. C'est gérable, mais dans la mesure où vous allez avoir besoin de le transfuser, de faire un bilan, il y a normalement la place et le temps pour, en parallèle, pouvoir l'équiper un peu mieux en termes de voie d'abord. D'autres suggestions sur les voies d'abord, la transfusion ? Okay. Quelle est la chose à faire avant de commencer à transfuser, s'il n'y en avait qu'une ? Le bilan, mais surtout quoi dans le bilan ? Voilà, il faut grouper. Bon, c'est pareil, enfoncer une porte qui est déjà largement ouverte, mais ça arrive d'oublier. On veut tellement vite transfuser, tout est prêt, on a un protocole, il marche super bien, c'est déjà sur l'accélérateur, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, et le groupe n'est pas parti. Et après, vous êtes obligé de transfuser en O négatif tout le reste du séjour, ou en O+. Et faites bien attention au moment où il part. On a eu un bilan qui était en cours de prélèvement pendant une transfusion massive. Ça arrive tellement vite, en fait, que ça a contaminé le fond du tube, et qu'on s'est retrouvé avec le FS qui nous a dit « Mais non, mais il est polygroupe, vous vous êtes trompé ». Voilà, c'était trop tard, en fait. On ne pouvait plus récupérer les choses. Donc, avoir un groupe préalable avant la transfusion, c'est très important. On peut parfois l'avoir facilement parce que les collègues du préhospitalier ont prélevé. Et on peut parfois l'avoir facilement parce qu'il y a des saignements qui sont extériorisés. Voilà, si c'est difficile d'avoir un prélèvement rapidement, c'est déjà arrivé de prélever dans une plaie, même dans le brancard. Voilà. Le but, c'est d'avoir du sang pour pouvoir typer et grouper. On va avancer ?
par rapport à tout ce qu'on a dit, la pose d'un cathéter veineux central ne doit pas retarder le traitement étiologique et la stabilisation hémodynamique. C'est pour mettre un petit peu de formalisme sur ce qu'on vient d'évoquer. Et notamment si les accès veineux périphériques sont rapidement disponibles. Recommandation de l'ASFAR. C'est à vous, normalement. Ouais, allez, allons-y. Est-ce que tu peux juste me dégager le bras pour que je puisse m'installer s'il te plaît? Ludivine, j'ai eu le temps de faire les MOQ, on est à 8. D'accord. Il est normotherme, on a une glycémie qui est normale. Et le premier bilan est parti. Ok. Voilà. Donc là, il est tachycarde. Ouais. La tension, elle se prend là, c'est ça? Ouais. J'ai déjà monté un petit peu la nord. Hein. Ok. Donc là, il n'y a pas d'épanchement. Camille, t'as besoin de quelque chose? Je veux bien des compresses en plus, s'il te plaît. D'accord. Ok, le bilan est parti? Oui, ouais, oui. Le premier Super. bilan est parti. Camille, si tu peux me récupérer une seringue quand tu poses le caté pour faire le deuxième bilan. Tu pourrais m'en Je donner te une? l'amènerai. Ok. T'as monté la nord là ou pas encore? Ouais. Ok. Il faut remonter. Bah, là, ça va. Oui, je viens juste de remonter. Le truc, il passe tout seul. Il faut que tu avances. Je commence à monter le caté. Ok. Tu peux relancer une tension là, s'il te plaît? Camille, fait, t'as tout ce qu'il faut? T'as fait l'hexacile déjà? Non. Ah ben, je veux bien que tu lances Tu m'avais donné. l'hexacile, s'il te plaît. Tu veux autre chose? Je prépare du calcium. Parce que Là, la tension, elle se prend pas. Je pense qu'il est en train de se dégrader. Camille, t'en es où là? Je raccorde l'artère. Ok. attends, dis-moi ce que tu veux du coup. Je voudrais du fibrinogène 3 grammes, s'il te plaît, 1 gramme de calcium, Ok. 1 gramme d'hexacyle. Et là, il va falloir le transfuser, il va falloir lancer la Ok. transfusion massive, s'il te plaît. Ouais, écoute, là, Lulu, je peux pas tout faire tout seul. Il faut qu'on fasse quelque chose pour continuer Ok. parce que là, je suis un peu, tout Moi, seul j'ai pour faire tout terminé ça. l'artère. Est-ce que je me mets sur la voie centrale? Ok. J'attaque la transfusion. Lance la transfusion. On peut lancer la prochaine question. Je me pousse. Ça lance pas le. Ça lance pas. Il faudrait lancer la prochaine question, Oh, la s'il vous régie, plaît. s'il vous plaît. Ah, non. C'est celle d'avant. On va mettre. Mais c'est pas du tout notre diable. Donc on peut parler d'abord de la stabilité du patient. Il est stable ou pas? Bon, 77 de systole, 170 de fréquence cardiaque. L'équipe ressent le besoin de devoir lui faire beaucoup de choses en même temps. Et c'est en quelque sorte, elle manifeste le fait qu'elle est probablement pas assez, ils sont pas assez nombreux pour faire les choses. D'où la question. Vous êtes une équipe réduite à 3 personnes. Qu'est-ce que vous faites? On n'a pas de pourcentage, mais on imagine que plus la barre est grande, plus les gens ont coché. Voilà. Appel de renfort. Appel de renfort, c'est la réponse facile quand on est dans un bloc 360 pour dire c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Mais après, il y a la théorie, il y a le principe de réalité. Êtes-vous tous capables de pouvoir déployer du renfort sur ce type de situation? Vous avez vu que le scénario choisi, c'est une médecin, une interne, un infirmier, c'est 3 personnes. Si on veut bien prendre en charge les patients traumatisés graves, c'est probablement le minimum. Il faudrait toujours pouvoir fournir du backup. Qui a la possibilité de faire appel à du backup à partir d'une équipe de 3? C'est-à-dire que 3, c'est le standard pour quasiment l'ensemble d'entre vous, et il n'y a pas possibilité de monter à 4 ou à 5? Si. Donc qui peut monter en renfort dans sa structure? D'accord. Qui peut monter en renfort à toute heure du jour et de la nuit dans sa structure? D'accord. Donc finalement, c'est assez réaliste de proposer un scénario à 3 personnes.
Et il y a peu de monde qui est capable de faire appel à du renfort, mais pourtant vous me l'avez tous coché. Donc il y a le souhait et il y a la réalité de comment on va s'adapter. Ce qui fait évoquer le deuxième choix, prioriser certains gestes et reporter les autres. Voilà, en tant que trauma leader, si vous n'avez pas de renfort possible, il faut quand même essayer de faire au mieux pour le patient. Vous allez devoir hiérarchiser les choses, rassurer l'équipe et hiérarchiser pour elle les éléments à faire. Nouvelle répartition des tâches entre le médecin, l'interne et l'infirmier. En pratique, en tant que trauma leader, ça vous arrive régulièrement de devoir mettre la main à la pâte pour faire des gestes techniques et aider l'équipe? Qui doit régulièrement le faire? Vous n'êtes jamais dans cette situation-là? Ouais, je trouve qu'elle arrive de façon pas si rare que ça, en fait. Parce que même si on est 3, voire même si on est 4, il y a un moment quand le patient, il y a une pose de cathéter, que l'interne est habillé, qu'il faut faire un drainage thoracique ou exsuffler et qu'on sent que c'est urgent et qu'il faut le faire, on passe un petit peu dans ce scénario, on va peut-être devoir mettre la main à la pâte si on n'a pas un renfort immédiat, soit d'un autre interne, soit d'un autre médecin senior qui pourrait être soit de garde avec vous, soit présent en journée. Vous l'avez déjà vécu, ça? Il faut être assez vigilant parce qu'on se dit, voilà, c'est un scénario où on commence un peu à perdre la main sur ce qui se passe. Voilà, il y a des choses qui peuvent vous échapper. Donc il faut de préférence pouvoir réaliser le geste rapidement ou alors pouvoir effectivement appeler quelqu'un pour le faire. Nouvelle répartition des tâches entre l'interne et l'infirmier. À quoi vous pensez, ceux qui ont proposé ça? Ils ne cherchent pas à se dévoiler? C'est un peu difficile pour l'interne qui est en train de poser les cathéters de pouvoir se dissocier et faire autre chose. À partir du moment où elle est lancée, elle ne va pas pouvoir. Voilà. On peut imaginer certaines situations où c'est la transfusion qui prime. Il peut y avoir une aide à la transfusion s'il n'y a pas de geste technique à réaliser en stérile à côté. Ce sont des choses qu'on peut imaginer faire. Le mieux, je suis d'accord avec vous, c'est le renfort. Alors dans certains centres, j'ai la chance d'en faire partie, on peut avoir un deuxième infirmier, un troisième infirmier qui peut venir, un deuxième médecin senior, et aux heures de journée encore un interne. Donc on est rarement dans ce cas de figure-là, mais ça arrive, et donc il faut savoir le gérer, voire même le formaliser en fait, selon les heures du jour ou de la nuit. Donc en situation dégradée, réorganiser les rôles. Le leadership devient adaptatif, c'est-à-dire vous gardez un leadership, puisque c'est votre hiérarchisation des choses qui va être suivie, c'est vous qui allez impulser, et vous pouvez vous retrouver impliqué dans la réalisation des gestes. Prioriser au plus urgent, donc vous impliquer, et appeler un renfort si c'est possible, mais ça c'est le luxe. C'est à vous? Ah, ça y est, c'est bon. Du coup, Ludivine, est-ce que je me mets sur la voie centrale ou est-ce qu'il est trop instable? Oui, je préfère que tu arrêtes là ce que tu es en train de faire, s'il te plaît, et tu vas aider Rémi. Alors Rémi, je voudrais que tu te lances sur la transfusion, s'il te plaît. C'est ce que je fais. Rouge, C'est plasma. Camille, tu vas faire tous les traitements associés, donc fibri, calcium et hexacyle. Moi, je vais le réchauffer et gérer la NOR et appeler du renfort si je peux. Ouais. On a quand même 6 de tension là, malgré la montée de la NOR et la transfusion. Ça commence à devenir chaud. Je monte. Tiens, je te donne un coup de main, la transfusion est en cours. Je te prépare, je te fais passer. Ok. Tu me donnes le premier. Ok. 1 gramme d'hexacyle. On en est où de la transfusion là? La transfusion, la première poche vient de passer, je vais enchaîner la deuxième. Ok. Bon allez, là il est trop instable. Je vais appeler le radiologue pour partir en embolisation directe. T'es sûr, tu veux pas qu'on passe au scanner quand même d'abord? On va Je peut-être sais pas, dans la direct procédure c'est comme ça? au bloc, non? Au bloc? Bah, le scanner, il est trop instable. Je sais pas. Non, il faut la question Slido, s'il vous plaît. Super. Ah. Donc voilà la question qui se pose. Où est-ce qu'on va à la fin de la prise en charge initiale? Où est-ce qu'on oriente le patient? Vous voyez que l'équipe marque une certaine forme de désaccord. En tout cas, ça n'a pas l'air de faire consensus
sur l'endroit où il cherche à aller. Voilà, les tendances se dessinent. 50% proposent d'aller au bloc, quasiment 40% en embolisation, 10% scanner, et un faible nombre de personnes, on va dire, proposent le REBOA. Bloc opératoire directement. C'est pour quelle option chirurgicale que vous proposez le bloc opératoire? On me dit un packing. Il y en a qui proposent d'autres choses? Est-ce qu'à ce stade de la prise en charge, vous retenez autre chose comme diagnostic qu'un choc hémorragique sur le bassin? Vous voyez d'autres lésions associées ou pas? Évidentes? Non, c'est à ça que ça ressemble. 50% de personnes qui vont au bloc opératoire, c'est-à-dire que la moitié d'entre vous prend l'option du packing sur un patient instable pour un bassin. Et donc vous avez une procédure avec les chirurgiens pour pouvoir faire le packing. Je repose la question. Qui a une procédure pour faire un packing avec les chirurgiens sur un trauma du bassin? Je vois quasiment aucune main levée. 50% ont répondu bloc opératoire directement. C'est peut-être parce que par mégarde, j'ai fait apparaître l'algorithme derrière qu'il propose. Non, il est sur la diapo suivante, ouais. Donc il n'y a pas ça. Voilà. Bon, il y a un débat autour de ça et il y a plusieurs options qui sont possibles. Voilà. Sur un trauma du bassin hémorragique, aller au packing en première intention, c'est une option qui est valable. Voilà. Le traitement définitif d'un patient qui est aussi instable sur son bassin et qui en général a des lésions artérielles qui saignent activement, ça restera dans la plupart des cas l'artérioembolisation dans les suites. Dans les suites, si vous avez choisi l'option première d'aller faire un packing. Il y en a quand même 40% qui vont à l'artérioembolisation première. Tout ça, c'est déjà, premièrement, une question de temps. Est-ce que vous avez l'artérioembolisation disponible immédiatement à toute heure du jour et de la nuit? Oui, on me dit oui. Disponible immédiatement à toute heure du jour et de la nuit? En général, en journée, c'est disponible immédiatement. Même la nuit, il y a quelqu'un qui est sur place et qui peut commencer immédiatement. Pour ceux qui ont ce luxe, peut-être qu'il y a un petit peu moins de questionnement. Pour le standard des institutions, moi en tout cas j'en fais partie, l'artérioembolisateur, il n'est pas sur place, il faut le temps de le faire venir la nuit. Donc il faut l'appeler très en amont, c'est possible. Mais si il ou elle n'est pas encore arrivé, il va y avoir une question de temps à se poser et un délai avant de pouvoir commencer l'artérioembolisation. À côté de ça, la présence chirurgicale, elle existe 24 heures sur 24 dans les trauma centers. Et un packing, oui, effectivement, c'est possible. Je ne conseille pas d'innover un premier packing sans avoir mis au point la procédure avec les chirurgiens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une procédure habituelle pour eux, parce que ce n'est pas une chirurgie exploratoire. Ils ne vont pas explorer le péritoine sur la partie abdominale, ni explorer le pelvis pour faire de l'hémostase. C'est on ouvre au niveau pelvien en bas, on met 3 champs américains de chaque côté de la vessie, on ferme et on s'en va. Donc il faut que ça ait été discuté avec eux en amont. Si vous tentez d'innover un jour donné, vous allez être déçus, parce que ça ne prendra peut-être pas la direction qu'il faut que ça prenne quand vous faites un packing pelvien. Nous, dans notre centre, on est resté très artérioembolisation. On n'a jamais discuté avec les chirurgiens de faire le packing. Je ne dis pas qu'on a raison. C'est une option possible. Je sais que plusieurs centres le faisant, il y a plusieurs disciplines chirurgicales qui peuvent être amenées à le faire. Certains centres se sont arrangés avec leurs collègues urologues et d'autres se sont arrangés avec les collègues orthopédistes. Donc plusieurs options sont possibles sur des chirurgies d'hémostase. Bon. Le body scanner, 8% des cas. C'est-à-dire on est plutôt dans la version on cherche à faire l'hémostase d'emblée sans passer par le body scan. Est-ce qu'il ne vous est pas déjà arrivé lorsque vous voulez aller à l'artérioembolisation que le radiologue vous dise ouais, enfin, j'aimerais quand même vraiment avoir un scanner avant, ça me permettra de savoir exactement d'où ça saigne. Donc le langage verbal fait que vous souriez, ça veut dire que ça vous arrive régulièrement quand même. Et c'est vrai en plus, plus les radiologues interventionnels sont jeunes, ou on va dire débutent leur carrière, plus ils ont besoin de ça. Et parfois, partir à l'artérioembolisation, quand on ne sait pas d'où ça saigne, ça peut être un long temps de recherche avant de trouver d'où ça saigne. Alors il peut y avoir des discussions en amont, hein. On peut dire
On ne fait pas de recherche trop approfondie du saignement, on embolise les 2 artères iliaques internes et puis on voit après ce qui se passe. Voilà. On fait non sélectif, ça peut être efficace et on ne perdra pas trop de temps. Et après, il y a ceux qui cherchent à être sélectifs. C'est aussi quelque chose qu'il faut discuter avec eux en amont pour pouvoir se donner toutes les cartes pour être le plus rapide possible pour pouvoir faire l'hémostase. Est-ce que pour ceux qui cherchaient à faire le body scanner, c'était aussi uniquement pour aller voir le bassin? La radio de bassin, j'ai entendu le mot tout à l'heure dans le déroulé clinique, le bassin il est explosé effectivement, il y a une disjonction de symphyse pubienne, il n'y a aucune discussion à avoir dessus, et il est probablement le foyer hémorragique. Pourtant la radio de bassin c'est imparfait pour vous dire d'où vient un saignement. D'où est-ce qu'il peut saigner d'autres? Comment? La rate, je crois qu'on a vu l'échographie abdominale, elle était plutôt rassurante sur le contenu du péritoine, on a l'impression qu'il n'y avait pas non plus d'hémopéritoine. D'où est-ce qu'il peut saigner d'autres? Comment? Alors il peut saigner de son fémur, vous pensez qu'il en saigne activement? Ça peut arriver, il peut y avoir des plaies fémorales, c'est rare mais ça arrive. Non, c'est tout le reste aussi du rétropéritoine. C'est-à-dire que partir sur un bassin, voilà, ça peut être un rein qui saigne, ça peut être des artères lombaires qui saignent, et parfois les artères lombaires, elles naissent des iliaques externes, c'est pas tout à fait... Donc on peut être amené dans une situation où le radiologue, il va chercher, parce que il va chercher dans le bassin, ou il va emboliser les 2 iliaques internes pour aller le plus vite possible, mais derrière, en fait, ça continue à saigner, et ça vient peut-être d'un rein et d'une artère accessoire. Il y a une époque où les radiologues interventionnels faisaient facilement ce qu'on appelle une gerbe aortique. Ils envoyaient beaucoup de produits de contraste dans l'aorte et puis ils voyaient où ça fuyait. Ils le font de moins en moins, ils sont moins habitués. C'est pour ça que le scanner peut apporter quelque chose. Je ne suis pas là pour prendre un parti à 100% et vous dire il faut faire 1, il faut faire 2 ou il faut faire 3. Je suis là pour vous donner des arguments et des éléments pour chacune des options. Qu'est-ce qu'elles apportent en fait? Qu'est-ce qu'elles apportent? Dans le cas où de toute façon, vous n'irez pas au packing parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez organisé, ce n'est pas quelque chose que vous faites dans votre centre, que vous allez à l'artérioembolisation et qu'il y aura de toute façon un délai avant que l'artérioembolisateur arrive, on peut passer au scanner avant, ça donnera de l'information. Dans le cas où vous êtes en journée, vous avez des embolisateurs qui sont avisés et que vous pouvez directement passer sur cette table d'artériaux, c'est une option qui est possible. Surtout pour ceux qui travaillent dans les centres les plus opulents et qui ont même des salles multimodales qui leur permettent éventuellement d'avoir le scanner s'il y a besoin. Voilà. Et pour ceux qui ont mis au point une procédure chirurgicale, c'est une option possible dans l'attente de l'embolisation dans un deuxième temps. Est-ce qu'après le packing, vous allez à l'embolisation ou vous passez au scan? Qui après le packing va au scanner? D'accord. Qui après le packing va à l'embolisation? Ok. Après, ça dépend de l'état hémodynamique. Normalement, on doit s'attendre à ce que le packing permette d'obtenir une stabilisation. Ce sera moins le cas si c'est des artères lombaires. Ce sera moins le cas si c'est pancréatique. Et ce sera moins le cas si c'est un rein. Le ballon d'occlusion intra-aortique. Qui est-ce qui l'utilise? D'accord. Vous venez d'où? Grenoble? D'accord. Ça fait partie de vos indications, ce type de patient, du coup? Ouais. Typiquement? Les bassins explosés, typiquement, oui. Voilà. Bon, à nouveau, bon, je prends pas parti, mais pour les utilisateurs du ballon intra-aortique, ceux qui en ont l'expérience et l'expertise, effectivement, c'est un peu le tapis rouge pour ceux qui l'utilisent, ce type de situation. Le bassin très évident, alors ça peut être un rétropé, hein, c'est peut-être un rein qui va saigner, mais le ballon sera monté de toute façon en amont et permettra de faire l'hémostase, quel que soit l'élément du rétropéritoine qui saigne. On peut discuter ensuite de ce qui a été démontré comme bénéfice pour le moment à l'utiliser. Voilà. Je pense qu'il peut y avoir des sessions entières dessus, donc je ne vais pas la faire. Mais voilà, je me mets à la place de ceux qui ont cette expérience et cette expertise. C'est un peu le tapis rouge pour prendre cette option. Nous, on ne l'a pas mise en place. Et on serait plutôt scanner embolisation pour ce type de patient, mais les choses se discutent. Voilà, il y a toujours cet algorithme qui est présent, enfin qui est proposé pour les patients traumatisés. Lorsqu'il n'est pas stabilisé,
notamment pour un traumatisme du bassin, discuter la stabilisation mécanique, discuter le ballon endo-aortique et aller en artério-embolisation et au bloc opératoire. Patient stabilisé, oui, non. Je crois qu'il y a une session qui est prévue à la SFAR cette année. C'est difficile de répondre. Avec le temps, même des doses de noradré qui ne sont pas négligeables permettent quand même d'amener un patient au scanner ou de l'amener quelque part avant l'embolisation ou la chirurgie. Et donc, c'est toute la difficulté de se dire, là, il échappe, là, il est vraiment plus grave que d'habitude, il faut que je prenne une option thérapeutique plus précoce. Mais encore une fois, mesurer le temps que nécessite cette option thérapeutique. L'embolisation, ce n'est pas immédiat, et le packing, quand ce n'est pas organisé, ce n'est pas immédiat. Et le REBOA, pour ceux qui souhaiteraient prendre cette option, il faut se former, et comme pour le packing, il ne faut pas innover sur un premier patient en aigu. Voilà, ce qui est écrit ici sur le texte corrobore ce qui a été mis sur la diapo précédente. Il n'apparaissait pas le timing, en fait, les 60 minutes depuis l'entrée de l'hôpital dans le schéma d'avant. Pour l'artério. Ah, pardon. C'était ça le complément. Alors, ce qu'on me souffle à l'oreille, c'est que l'idée, c'est de pouvoir obtenir une hémostase dans les 60 minutes pour un traumatisme du bassin grave. C'est possible avec les deux options qu'on a dit, le packing ou l'artério-embolisation. Voilà. Encore une fois, ça dépend de votre santé et du temps qu'il faudra à l'embolisateur pour venir avant de pouvoir atteindre cette option. Alors, il est proposé des take-home messages à partir du lien QR code qui s'affiche à l'écran sur la situation clinique qu'on vient de commenter. Voilà, on peut revenir sur certains points si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaiteriez discuter ? Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaiteriez partager ? Bon. Ça va saturer. Pardon ? Elle vous importe beaucoup, c'est ça ? Et la question que vous vous posez, c'est pour le sondage urinaire ou c'est vraiment en tant que monitorage ? D'accord. Alors on me pose la question sur le monitorage de la diurèse du patient, comme monitorage de la diurèse. Bon, il y a deux choses à dire, juste pour le complément. Les traumatisés du bassin, c'est toujours un problème d'aller mettre la sonde urinaire et de se poser la question de s'il y a une lésion ou pas. Surtout que là, il y a un certain degré d'urgence et qu'il va falloir vite faire certaines procédures avant de penser au sondage urinaire. L'idéal, quand il y a une telle disjonction de symphyse pubienne chez un patient qui est ventilé, c'est de pouvoir documenter par une urétrographie l'absence de lésion. Ça peut amener à faire les choses un peu tard. La vessie, en général, elle va être pleine, elle va vous gêner pour l'artério-embolisation parce que vous allez avoir un immense paquet opaque de produits de contraste dans lequel se surajoute tout le produit de contraste reçu, soit au scanner avant s'il a eu lieu, soit pendant l'artério. Et donc, il faut pouvoir drainer les urines. Si vous avez un doute sur l'urètre et que vous n'avez pas la possibilité de faire l'urétro rapidement, il faut mettre un catécus pubien et pour pouvoir vider les urines. C'est plus à vocation de vider les urines et de bien voir les choses au cours de l'artério, plus que le monitorage de la diurèse, qui reste imparfait sur la phase initiale pour évaluer l'hémodynamique. Les besoins en noradré, le lactate, la réponse à la réanimation, et surtout le fait qu'une fois qu'on fait un packing et l'artério et que ça marche, toute l'hémodynamique va mieux normalement. Il est quasiment midi, je vous souhaite bon appétit. Ouais. Ouais. Alors la question qui est posée, c'est qu'on n'a pas discuté. Les collègues ont fait un choix pour les questions pour guider le truc, mais c'est une bonne question qui est posée. Patient qui est traumatisé crânien, grave puisqu'il est Glasgow 8 initial et qui a un choc hémorragique évident puisque c'est là-dessus qu'on a discuté depuis tout à l'heure. C'est quoi les objectifs hémodynamiques? C'est quoi l'objectif de pression artérielle pour ce patient? D'accord. Qui fixe 80 de PAM? Qui fixe 65? Ok. En fait, peu se prononce. Voilà. Si on n'avait aucun monitorage et qu'on avait la connaissance de traumatisme crânien et choc hémorragique, normalement, on fait de la réanimation pour pouvoir optimiser et perfuser ce qu'il y a de plus noble.
on devrait, je mets des guillemets parce qu'on va le moduler, on devrait cibler 80 de PAM chez quelqu'un qui a ce type de traumatisme. On voit déjà que c'est compliqué pour l'équipe de maintenir 62 PAM, donc la première chose, c'est que parfois, ça s'impose à vous. De toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça s'impose à vous. Si vous avez la possibilité de monter à 80 de PAM parce que le choc hémorragique est plus nuancé, plus modéré, si vous n'avez aucun monitorage, c'est possible. Il y a un moyen d'adapter, parmi ce qui a été fait avec la fast échographie, c'est le Doppler transcrânien. On peut voir que le Doppler transcrânien était normal, en tout cas il y avait de bonnes diastoles, il y avait une bonne perfusion cérébrale, malgré un niveau de PAM qui était à 60-65. Donc on peut redéfinir un nouvel objectif plutôt que 80, 60-65 pour le patient dans ce cas-là et pour cette prise en charge. Voilà ce que je vous propose. Ok ? D'autres questions ? Oui ? Comment ? Ouais. Oui, c'est ça. Bon, c'était la question sur le fait de mettre un cathéter artériel compatible avec celui du radiologue interventionnel. Bah oui, c'est pratique, il faut juste s'assurer avec eux que leur guide passe dans votre cathéter, comme ça ils peuvent repasser. Bien sûr, ça impose qu'ils aient des cathéters qui permettent de mesurer de façon collatérale la pression artérielle, puisque vous risquez de perdre le monitorage pendant ce temps, mais ça, il faut voir les choses avec eux avant. Mais nous, au moins, ça fait que ça sécurise et qu'on gagne au moins ce temps-là, en fait. Parce que le radiologue, il peut être dans la difficulté pour cathétériser. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon appétit, une bonne journée. Applaudissements pour la Trauma Team aussi, qui s'est prêtée au jeu, s'il vous plaît.